Avec l'interview vérité d'Europe 1, Thomas, vous recevez Bernard Squarcini. Il a notamment été le directeur de la direction centrale du renseignement intérieur de 2008 à 2012. Bernard Squarcini, qui est un des flics les plus réputés de France. Il a été à la tête de la DST avant de prendre celle de la DCRI. Aujourd'hui, il conseille Christian Estrosi en région PACA sur les questions de sécurité. Bonjour Bernard Squarcini. Bonjour. Peut-être juste un mot sur les interpellations qui ont eu lieu cette nuit dans différentes villes du pays. Ça veut dire quelque chose immédiatement après un drame comme celui qu'on a connu ? On est aujourd'hui sur un message également politique. Il convient de rassurer la population. La vie reprend ce lundi matin. Il faut montrer que quelque chose a changé. On demande aux services de voir quels sont les dossiers les plus brûlants qu'ils ont. Pas ceux qui sont, je dirais, mûrs en judiciaire auprès d'un juge d'instruction ou d'un parquet en flagrant délit. Donc on est à côté des principales mesures et l'objet des recherches sur les attaquants qui n'ont pas encore été identifiés ou leurs complices. C'est à côté, ça permet de rassurer. Alors passons donc à ces terroristes, ceux qui sont encore recherchés, ceux qui se sont donné la mort. Une nouvelle fois, on est face à des individus dont certains étaient visiblement fichés S, un fichage qui signale leur radicalisation. Quelqu'un qui est fiché S est-il forcément à tous les coups un individu dangereux, Bernard Squarcini ? Non, mais vous venez de dire qu'un individu fiché S est connu pour sa radicalisation. Justement, non. Si on crée une fiche S, c'est qu'on n'a rien sur un individu et on veut savoir si cela vaut le coup de lever le doute, de mettre des moyens opérationnels très lourds, consommateurs d'effectifs, et voir s'il peut rejoindre le rang de ceux qui ont été élus ou désignés à ce mini-club. Au contraire, c'est parce que l'on n'a rien que l'on inscrit une fiche S, parce qu'on a eu un doute sur une relation avec quelqu'un connu pour sa radicalisation, donc on veut savoir s'il va monter au niveau supérieur. On a un doute, mais on n'a pas de fait. On n'a pas de fait Absolument. établi. On n'est même pas dans l'acte préparatoire, qui n'est pas punissable au niveau de la loi, mais on est dans une espèce de supposition, mais une levée de doute, tout simplement. Mais on ne sommes pas les seuls services de renseignement à mettre des fiches, je dirais, au niveau du fichier des personnes recherchées. Vous dites que ces fiches-là, elles sont utiles, mais qu'il ne faut pas leur faire jouer un autre rôle que celui qui est le leur, c'est ça ? Je crois que depuis l'affaire Mera, il y a eu une déviation totale de l'utilisation et la signification d'une fiche S. On est complètement à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que personne ne s'est renseigné avant. Il fallait poser la question bien avant, et on vous aurait donné la vraie réponse. Mais quand des politiques aujourd'hui disent qu'il faut absolument les mettre tous hors d'état de nuire, il faut leur mettre un bracelet électronique, les enfermer dans des centres, etc. Vous avez sur des gens à qui on a accroché une fiche S, des éléments qui commencent à clignoter, mais qui sur le plan pénal n'apportent pas l'adhésion pour le passage à l'acte, bien sûr, une infraction et donc une arrestation. À un moment, ces gens-là, lorsqu'ils reviennent de Syrie, par exemple, parce que c'est le but de la manœuvre, les passages frontières et autres, voir à quel moment il va revenir et qu'est-ce que l'on en fait. Est-ce qu'il y a assez de matière pour l'amener devant un magistrat ? Ou doit-on le surveiller, mais combien d'années avant qu'il ne passe à l'acte ? Ou on le met quelque part et on lui fait subir peut-être un passage dans un centre de déradicalisation, ce qui se fait ailleurs. Est-ce que pour vous, les policiers, ces personnes fichées sont aussi des sources d'informations ? En les suivant, en les écoutant peut-être ? Est-ce que ça permet de remonter des réseaux ? Est-ce que ça permet d'avoir des informations ? Bien sûr, mais tout dépend aussi le degré de collaboration. Je pense qu'à ce niveau-là, on a des gens déterminés qui sont prêts à se donner la mort et plutôt des kamikazes. Donc je ne sais pas ce qu'on va leur demander. Un homme de 26 ans, Bernard Squarcini, Salah Abdeslam, on en parlait, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la Belgique. La police française, elle lance un appel à témoins. Est-ce qu'un type comme ça, dans la nature, dans le contexte que l'on sait, c'est une grenade dégoupillée aujourd'hui ? Oui, mais il va bénéficier de sa logistique. On est carrément sur une filière franco-belge, issue de Syrie, où les gens se sont entraînés, connus au combat, ont lié une confraternité et sont prêts à mourir les armes à la main, comme on l'a vu. Ça veut dire que devant ces gens-là, il y a très peu de choses à faire, bien sûr, sauf les neutraliser, mais il y a également, outre cet individu, un artificier dans la nature, qui a joué un rôle très important, parce que des ceintures d'explosifs, tout le monde n'est pas capable d'en fabriquer, donc ça a été appris très loin, de les ramener, et ensuite de pouvoir les utiliser. Parce qu'autant on peut trouver des kalachnikovs en France, autant trouver facilement des ceintures d'explosifs... Ah, on n'en trouve pas beaucoup. C'est fabriqué de façon artisanale, c'est pas du tout made in France, ça vient de l'extérieur et c'est pas de la contrefaçon chinoise. Est-ce que vous êtes surpris de voir que la Belgique a servi, semble-t-il, de base de repli aux terroristes qui ont frappé Paris ? Pas du tout. Depuis 1994, nous avons un lien très étroit avec la Belgique. C'est un hub. Depuis, je dirais, les filières GIA,
Donc ça nous ramène quand même à des années L'Algérie, très années lointaines. 90. L'Algérie, donc le premier GIA, avant qu'il ne devienne AQMI, Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Donc de tout temps, ça constitue un hub et une plateforme logistique en armes, en matériel. Souvent, nous avions des gens qui se connectaient sur Internet en France, qui ne se connaissaient pas et se rencontraient pour faire le djihad en Belgique et prenaient l'avion ou d'autres moyens pour partir. Et la Belgique est vraiment le point de départ, comme l'a été à un moment Dublin, au moment du GIA et de l'aspect Londonistan et autres. Mais est-ce que ça veut dire que nos services de renseignement travaillent suffisamment avec la Belgique? Est-ce qu'on D'abord, travaille il y assez a une avec eux? Est-ce part qu'on qui échange assez? revient au service de renseignement extérieur. On n'est plus en France. Donc il faut voir ce que fait la DGSE, la coopération et la Sûreté d'État belge, avec qui nous coopérons très très bien. Mais c'est un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens et ils font ce qu'ils peuvent, ancrés dans une routine aussi politique qui a donné lieu, regardez, Verviers, cette nouvelle ville qui fait l'objet maintenant, Molenbeek, d'une publicité énorme. Verviers, il faut savoir que le commando qui a été arrêté de façon assez violente là, en début d'année par les Belges revenait de Syrie et prévoyait d'enlever un officier de police et de l'égorger en vidéo pour bien marquer l'opinion Mais publique. Bernard Squarcini, si on sait ça depuis les années 90, ça veut dire que le travail n'a pas été fait correctement. Je vous avais dit déjà, cette même antenne, qu'on avait pris énormément de retard depuis l'affaire Mera. L'affaire Mera, on arrive à faire prendre au président sortant 3 types d'infractions nouvelles: surveillance Internet, l'infraction individuelle en vue d'une entreprise terroriste et bien sûr le retour des zones de djihad étant une nouvelle infraction. Nous demandions également à légaliser certaines opérations spéciales pour verser en procédure et connaître l'état d'esprit des gens que l'on devait combattre. Les commissions d'enquête nous ont donné raison. Depuis, plus rien. Il faut attendre Charlie Hebdo, 3 ans, pour commencer à reprendre conscience qu'une nécessaire loi sur le renseignement a été nécessaire. Le président de la commission des lois a très bien travaillé, mais nous avons pris du retard et c'est devenu, à partir, plutôt une petite boîte à outils, c'est devenu un énorme atelier. On a mis trop longtemps, on a perdu du temps. Aujourd'hui même, les renforts d'effectifs tardent à arriver et un service de renseignement qui, pendant quelques années, prend du retard, c'est plusieurs années de perdu. À l'instant, Manuel Valls déclare: le terrorisme peut encore frapper dans les jours qui viennent. Oui, mais je pense que nos amis américains nous avaient déjà avertis d'une menace très importante à laquelle nous nous attendions. Et depuis Bombay, qui est absolument le même scénario en termes de planification, Ils attaquent au même moment, détermination. plusieurs endroits de la ville. Absolument, mais ça demande une planification de plusieurs mois. Donc bien sûr, à travers des interceptions sur zone, en Syrie et autres, nous pouvons avoir droit à quelques mises en alerte. Bernard Squarcini, dernière question. Est-ce qu'on peut raisonnablement, selon vous, maintenir la COP21 et l'Euro 2016 avec ces rassemblements de foule énormes? Je pense qu'on peut revoir le format. On a bien d'autres choses à faire avec nos services de police. Il faut d'abord sécuriser notre pays. On va faire la guerre très loin, bien sûr, c'est important, mais il faut d'abord sécuriser notre pays au niveau des actes de notre vie quotidienne. Merci Bernard Squarcini d'être venu en Merci. direct sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.